Bien. Bon, alors donc, je vous présente Gérard Courant. Voilà. Bonjour. Je vais faire juste une petite parenthèse avant de commencer. Je sais qu'aujourd'hui c'est un jour de grève et que je l'aurais bien faite, cette grève. Je suis plutôt de cœur avec les gens qui la font et les mots d'ordre qui sont affichés. Et bon, il se trouve que nous, Gérard était programmé pour aujourd'hui, ça a été assez compliqué à organiser. Et donc, le cours est maintenu de cœur. Je soutiens les motifs. Je pense que j'ai un petit peu aussi. Oui. Voilà. On avait fixé ces dates il y a très longtemps et évidemment, les dates de la grève ont été fixées bien après. Voilà. Deuxième petite chose, alors je sais que je vous ai envoyé un mail circulaire, enfin un certain, parce que je n'ai pas les adresses de tout le monde, avec un petit document présentant Gérard. Alors, je sais pas, vous l'avez reçu un petit peu, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas reçu? Vous l'avez pas reçu parce que vous n'avez pas l'adresse internet? Moi, j'avais pas l'adresse de tout le monde, alors je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je leur fasse circuler une feuille où vous m'en donnez votre adresse, parce que pour la suite, ça pourrait être utile. Voilà, alors donc, en quelques mots, je vous présente donc Gérard Courant, qui est un cinéaste... Ah oui, avant de le présenter, encore une troisième petite chose préalable, c'est que vous avez remarqué qu'il a installé une caméra. Alors tu peux expliquer pourquoi tu as installé une caméra? Oui, bien sûr. Mais quand vous allez voir le film, vous allez mieux comprendre, parce que je suis quelqu'un qui filme tout le temps. Et donc là, je vais enregistrer un peu la conversation qu'on va avoir. Enfin, elle va être assez courte avant le film, et après le film, on va avoir le temps de discuter pas mal. Et donc, c'est plus un enregistrement sonore de tout ce qu'on va dire, voilà, et que je vais conserver dans mes archives. Donc, alors vous avez intérêt à dire des choses vachement importantes. Et donc, sinon, Gérard Courant est un cinéaste d'un genre un peu atypique, on va dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait énormément de films. C'est peut-être un des cinéastes français qui a fait le plus de films. Il a une filmographie d'une abondance extrême. On pourra vous en dire quelques mots tout à l'heure. Mais c'est quelqu'un qui, depuis une trentaine d'années, travaille de manière différente dans le cinéma, travaille un peu en franc-tireur, en artisan du cinéma, en se débrouillant avec l'institution, avec les marges de l'institution, etc., pour faire énormément de choses. Gérard Courant est cinéaste à temps plein, c'est-à-dire qu'il vit de son cinéma, mais il en vit d'une façon un peu différente par rapport au modèle traditionnel qu'on a du cinéaste, d'accord? Et ça, vous verrez, je ne veux pas entrer dans les détails, c'est juste pour vous présenter. Et alors, par ailleurs, une des choses qui a fait connaître Gérard Courant, c'est cette fameuse série qui s'appelle Cinématon. Alors, je ne veux pas en dire plus, parce que justement, le film qu'on va voir est un document pédagogique, didactique sur ce que c'est que le Cinématon. On peut dire ça. Il n'a pas été fait dans cet esprit-là, mais en réalité, c'est ça. Donc, le film que vous allez voir explique vraiment en détail... c'est un film réalisé par Gérard sur son propre travail. Ce qui est rare quand même, parce qu'en général, quand on voit des films
sur un film ou sur un réalisateur, c'est filmé par quelqu'un d'autre. Là, c'est une sorte d'autoportrait. Vous allez le comprendre très rapidement quand vous allez entrer dans le film. Voilà. Et alors, juste la dernière chose que je voulais dire, c'est que, à part cette fameuse série de Cinématon qui est, Gérard vous l'a redit plusieurs fois, et vous le dira certainement, qui est la chose pour laquelle il est le plus connu, et donc pour la chose pour laquelle il est le plus sollicité, Gérard au cinéma. Mais à part ça, à part cette énorme série Cinématon, à part ça, il a fait plein d'autres choses, et il fait plein d'autres films. Alors des films qu'on peut classer dans le documentaire, essais, des choses comme ça, et puis des choses expérimentales, des choses purement expérimentales. Voilà. Et puis des choses qui sont du domaine du journal filmé ou des séries qu'on accumule de choses qu'on croise, donc qu'on filme et qu'on garde pour un usage ultérieur. Voilà. Très bien, alors je vais dire 2-3 petites choses avant de projeter. Alors, je vais dire 2-3 choses sur le Cinématon, mais le film est explicite, vous allez comprendre très vite. Donc le Cinématon, c'est une série de portraits que j'ai commencé en 1978. Ce sont que des portraits d'artistes, enfin, des gens du milieu de l'art et de la culture, c'est-à-dire ce sont des cinéastes, des peintres, des comédiens, des écrivains, des philosophes, des musiciens. Et la particularité de ces portraits, c'est qu'ils sont tous filmés, sans exception, je dis bien sans exception, selon les mêmes règles. Alors les règles, c'est très simple, c'est un gros plan de la personne, si vous voulez, c'est un peu la transposition de la photo d'identité en cinéma. Donc c'est un gros plan séquence, il y a donc un seul plan, qui dure 3 minutes et 20 secondes, c'est-à-dire la durée de la bobine de film Super 8. C'est en cinéma muet, il n'y a qu'une seule prise, et la personne filmée a la totale liberté de faire ce qu'elle veut devant la caméra. Donc j'ai commencé le 7 février 1978, et donc c'est un travail que je continue aujourd'hui. Alors à ce jour, il y a 2096 cinématons qui ont été réalisés, ce qui fait un ensemble d'environ 150 heures. Et donc il y a eu déjà des rétrospectives intégrales dans le passé, et la dernière devait faire 120 et quelques heures. Alors maintenant ça devient très très compliqué à organiser, parce que plus les années passent et plus ça devient difficile par la durée. Mais aussi, à contrario, il est imaginable, et c'est déjà arrivé, de présenter qu'un seul cinématon. Alors, imaginons par exemple, je cite un exemple, à Bobigny, il y a eu une rétrospective de l'œuvre la plus complète possible de Raoul Ruiz, et donc le festival m'a demandé le cinématon de Raoul Ruiz, par exemple. Voilà, c'est un cas où on peut montrer qu'un seul cinématon. Et l'autre extrême, là d'ailleurs j'en parle dans le film, à Toronto, il y a eu la dernière rétrospective intégrale des cinématons, c'était dans le cadre d'un festival du cinéma indépendant. Et donc on avait présenté, alors je dis d'ailleurs le nombre d'heures, 126 heures peut-être, je ne sais plus exactement, ça je le signale dans le film. On présentait 12 heures de film par jour, je crois que c'était de midi à minuit, et pendant, je sais plus si c'était 12 ou 13 jours du festival. Voilà. Mais il y a aussi même des intégrales qui étaient nuit et jour sans interruption. Alors maintenant c'est plus difficile à organiser sans interruption. Voilà, donc c'est un travail comme ça d'accumulation. Et que dire de plus? Je ne voudrais pas en dire trop parce que le film explique bien tout ça. Vous allez voir, il y a plein de personnages que je retrouve, des personnalités que j'ai filmées il y a 20 ans et que je retrouve 20 ans après et qui parlent de leur propre portrait, comment ça s'est passé, et ils disent ce qu'ils pensent de cette anthologie, de cette aventure. Alors, je ne sais pas, Pierre, est-ce que je peux rajouter encore d'autres choses non, mais peut-être que vous avez 2-3 questions avant à me poser. Je ne sais pas, donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on voit le film. Il y a simplement une chose, moi, peut-être que je voudrais préciser, c'est dans la liste des gens que vous allez voir dans le film, bon, il y a des gens plus ou moins connus, mais il y a des gens très connus, alors j'espère que vous allez les reconnaître, et je vous... Bon, par exemple, Dominique Paigny, ça vous dit quelque chose? Qui est Dominique Paigny? L'ancien directeur de la Cinémathèque. Voilà, l'ancien directeur de la Cinémathèque. Entre autres, parce qu'il a derrière lui une carrière absolument énorme, et actuellement, il n'est plus directeur de la Cinémathèque, mais il s'occupe du cinéma à Beaubourg.
Et à part ça, il a écrit sur le cinéma abondamment, il organise des expositions sur le cinéma, il a été exploitant de cinéma, etc. Si je vous dis Philippe Solers, c'est un écrivain. Vous pouvez me citer une œuvre de Philippe Solers? Comment? Vous pouvez pas me citer une œuvre? C'est noté. Il écrit sur la peinture, c'est exact. Allez, un titre de Philippe Solers. Quand même. Oui, il a trouvé. Oui, très bien. Parfait. Si je vous dis Dominique Noguez, qui est Dominique Noguez? Ah, ça fait partie des noms que vous devriez connaître. Hein. Et sans hésiter. Hein. Dominique Noguez est un homme très important du cinéma français. C'est un intellectuel, un des intellectuels les plus importants du cinéma français, et pas seulement du cinéma français, mais aussi de la littérature, parce que il est à la fois écrivain et théoricien de cinéma, et enseignant de cinéma, et montreur de films, et tout ce qu'on peut imaginer. Il a eu des prix littéraires, prix féminin il y a quelque temps. Et surtout, c'est un des plus grands spécialistes français du cinéma expérimental. Il a écrit mondiaux. Mondiaux, Oui. on peut dire. Oui. Oui. Absolument. Oui. Il a écrit en particulier un livre qui s'appelle 30 ans de cinéma expérimental en France et qui est introuvable en plus. Mais par contre, il y a l'éloge du cinéma expérimental qui a été réédité là, il n'y a pas tellement longtemps. Un de ses derniers livres s'appelle Éloge du cinéma expérimental et c'est un des livres de référence. Ah, ça, c'est absolument indispensable à lire. Hein, ça, voilà. Si vous le lisez, vous vous en rendrez compte. En plus, c'est écrit de magnifique façon. Et donc, Dominique Noguez, quand je dis au niveau mondial, il est considéré dans les 4 ou 5 grands écrivains de cinéma d'avant-garde au monde. Hein, voilà. Absolument. Et si je vous dis Luc Moulet, alors là, qui est Luc Moulet? Ah. Ça fait partie des choses que vous devriez savoir. Hein. J'espère que c'est des choses que vous saurez quand vous en serez l'an prochain au concours de la FEMIS, parce que c'est le genre de questions qu'on peut vous poser, hein, par la FEMIS ou ailleurs. Bon, Luc Moulet est un personnage très très important du cinéma français, également. Cinéaste, on peut déjà dire. Oui, alors, cinéaste d'un côté, qui a réalisé un certain nombre de films absolument essentiels du jeune cinéma français des années, des 30 dernières années. Hein. Bon, on peut par exemple citer Anatomie d'un rapport, par exemple, qui est un film qui a fait date, et puis tous ces films... je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut citer. Ma première brasse de Luc Moulet, enfin des tas de choses comme ça. Mais il n'est pas que ça. Bon, s'il était déjà ça serait déjà pas mal, parce que les films de Luc Moulet sont considérés par beaucoup de cinéastes comme des choses essentielles, même si effectivement les films de Luc Moulet ne sont pas les plus connus. Mais il est considéré vraiment par beaucoup de gens comme quelqu'un qui a eu une importance un peu souterraine, bien sûr, mais très très important. Et puis à part ça, surtout, c'est un des... Est-ce qu'on peut dire un des fondateurs des Cahiers du cinéma? Pas fondateur, pas mais fondateur. il est arrivé en 56. Voilà. Donc, il a écrit pendant des années au Cahiers du cinéma et il a continué récemment. Là, actuellement, il n'écrit plus. Oui, il avait repris, oui, il s'est arrêté de nouveau. Voilà. Et Luc Moulet est à la fois... Et il a écrit des livres aussi, par exemple. Il a écrit un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Politique des acteurs, hein, qui est une façon de faire un pied de nez, évidemment, à l'expression politique des auteurs. Bon, il faut dire que Luc Moulet, c'est quelqu'un de... Comment dire, qui a beaucoup d'humour noir. Quelqu'un qui a beaucoup d'humour noir et qui cherche toujours un petit peu l'endroit où ça démange. Oui. Mais vous avez peut-être vu son dernier film, Les Naufragés de la D17, qui est sorti, je crois, il y a 2 ans. Enfin, vous l'avez vu, non? Moi, je l'ai vu, mais... oui. La comédie du travail, ça vous fait rien non plus? Les Naufragés de la D17, Godard l'a dit, répété, que c'était lui, l'année où il l'a vu, je crois que c'était 2002, l'année où il est sorti, ou 2003, je ne sais plus, que c'était le meilleur film de l'année qu'il avait vu au monde. Voilà, donc c'est pour situer. Mais je vous apporterai, si on a l'occasion, je vous apporterai, parce que j'ai quelques films de Moulet en réserve. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, je pense qu'on peut passer au film.
Tu te remercier, oui, je sais pas, je ne me souvenais plus. Bon, oui, on avait oublié de vous dire la durée du film au début. Parce que, donc le film dure 1h33. Parce que c'est vrai, c'est toujours bien de prévenir. Oui, c'est vrai. Parce que comme ça, on sait sur quel pied danser. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, hein, et j'ai beaucoup montré d'images. Alors ça m'intéresserait que maintenant, ce soit un peu vous qui parliez, qui me posiez des questions, ou qui donniez, je ne sais pas, vos points de vue. Puis bon, ben, voilà, on va essayer je vais essayer de vous expliquer pas mal de choses, et aussi sur ma pratique du cinéma en général, quoi. Voilà, donc un peu à vous, quoi. Moi, j'ai beaucoup donné, maintenant c'est un peu à vous. Oui. Moi, je veux savoir pourquoi vous avez pris que des personnes dans le domaine de l'art. Pourquoi pas Oui, c'était une question que je me posais au départ, mais vraiment l'idée, enfin je dirais peut-être l'idée numéro 1 des cinématons, là, quand j'ai eu l'idée des cinématons dans les années 76-78, donc je me posais beaucoup de questions, que faire? Et l'idée, je dirais, numéro 1, c'était de filmer des gens du milieu artistique et de sauvegarder des images d'artistes dont certains pouvaient avoir un certain talent et on savait très bien que pour beaucoup d'artistes, il n'y avait aucune image qui existait et qui n'existerait pas. Donc il me semblait indispensable de créer une mémoire cinématographique de personnages qui, dans n'importe quel domaine qui soit de l'art, disons, font avancer l'art du XXe siècle. Donc le but, ce n'était pas de filmer tout le monde, c'était justement de filmer des gens que je pensais qui étaient importants. Parce que, en tant que cinéphile, je m'étais rendu compte qu'il existait en fait assez peu d'images de très grands artistes, je dirais de la première moitié du XXe siècle. Quelquefois même, il n'existe quasiment pas d'images de grands penseurs, de grands peintres. Et ça me semblait complètement irrationnel, parce que le XXe siècle, c'est quand même le siècle du cinéma. Et je trouvais ça aberrant et triste de savoir qu'il n'existait pas d'image de certains artistes. Et donc ma volonté, c'était de conserver comme ça une mémoire cinématographique, voilà, de gens qui créent l'art du XXe siècle. Donc il n'a jamais été question de filmer tout le monde. Voilà, je m'étais délimité, je m'étais fait comme ça, je m'étais donné des limites. C'était le milieu artistique, voilà. Bon, au sens large, hein, c'est-à-dire ça pouvait être des gens très connus et des gens absolument pas connus. Et en me disant peut-être que des gens qui sont absolument pas connus seraient peut-être connus un siècle ou 2 siècles après. On sait très bien que parmi les plus grands artistes qui sont considérés aujourd'hui comme les plus grands artistes, ils étaient peut-être quelquefois complètement inconnus. Il faut savoir que Van Gogh n'a jamais vendu une toile de son vivant, par exemple, pour citer un exemple. Bon, ça c'est un peu un exemple limite, mais voilà, c'était un peu l'idée comme ça de départ. Oui. Mais dans ce qu'on a vu, on a vu surtout des gens en rapport avec le cinéma, on n'a pas vu des peintres, des choses comme ça. C'est vrai que les gens du milieu du cinéma sont les mieux représentés parce que ce sont les gens que je connais le mieux, parce que c'est mon milieu, donc j'ai plus facilement accès à eux. Mais parmi les gens, il y a Jacques Monnery, le peintre qu'on voit là. Je ne sais plus la liste complète de tous les cinématons. Il y a aussi pas mal d'écrivains comme Georges Mondex, Philippe Salers, Alain Tocard. Mais c'est vrai que ce sont les gens du cinéma qui sont les plus représentés dans les cinématons. Sur les 2096, parce qu'il y en a 2096 maintenant, à mon avis, il y a des statistiques qui existent, mais je pense qu'ils sont plus de la moitié. Oui, oui, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas d'image, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas d'image des gens que vous avez filmés par la suite.
Non, il n'y avait pas d'image de gens... Non, non. J'expliquais, par exemple, à mes débuts, quand j'étais cinéphile, je constatais que sur des grands personnages historiques, grands personnages artistiques du XXe siècle, quelquefois, il n'y avait pas d'image. Est-ce que, par exemple, on se considère souvent Marcel Proust comme le plus grand écrivain du XXe siècle, français, un des plus grands du monde. Qu'est-ce qu'il existe comme image de Marcel Proust au niveau cinématographique? Je ne sais pas s'il en existe. Moi, je n'en ai jamais vu. Il en existe peut-être, mais alors ça va être vraiment 2-3 secondes. Non, c'est pour citer un exemple comme ça, alors que Marcel Proust est contemporain du cinéma, puisque le cinéma a été inventé en 1895. Et donc, les romans de Marcel Proust, c'est 1915-1925. Ça paraît invraisemblable que ça soit ainsi. Et moi, ça me posait des questions. Je me disais, mais c'est incroyable, c'est pas possible. Et à ce moment-là, je fréquentais plein de jeunes artistes de mon âge, qui avaient 20-25 ans, et je me disais, mais ces gens-là, je les connais, ce sont mes amis, il faut absolument les filmer, parce qu'on ne sait jamais, ils ne seront peut-être jamais filmés, et on va se rendre compte qu'ils avaient peut-être un très grand talent, ils étaient peut-être importants. C'est comme ça que c'est parti, tout simplement. C'est une idée toute simple, en fait. Oui. Est-ce que votre démarche elle a changé maintenant qu'on est dans une société où il y a des surenchères comme ça d'images, ou est-ce que vous considérez qu'avec ce procédé-là, on a une image, comme vous disiez dans le film, qui est pure Oui. Alors, bon, ce qu'il faut dire, ben ça vous l'avez compris, c'est-à-dire que les dispositifs et les règles du jeu du cinématon n'ont jamais changé depuis le premier cinématon. C'est-à-dire que j'ai toujours gardé exactement les mêmes règles, aucune règle n'a changé. Bon. Alors, le monde a changé par contre, beaucoup. Entre 1978 et aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une profusion d'images. Aujourd'hui, presque tout le monde a un caméscope, tout le monde fait des photos. L'image, elle est à profusion, c'est vrai. Et donc, je pourrais considérer aujourd'hui, c'est même plus la peine de filmer, puisqu'en fait, tout le monde se filme, tout le monde a des images de tout le monde, et donc, ce n'est plus nécessaire. Mais, par chance, les règles du jeu du cinématon, je dirais les commandements du cinématon, ou le cahier des charges du cinématon, qui sont expliqués en long et en large dans le film, font que les gens se mettent en scène d'une certaine façon, qui est une façon complètement différente de ce qu'ils sont filmés autre part. C'est-à-dire que quand les gens sont filmés à la télévision, bon, ça va être une interview, ça va être sonore, ça sera un portrait complètement différent. S'ils sont filmés au cinéma, ça sera encore complètement différent. Donc au moins aujourd'hui, l'intérêt du cinématon, c'est de montrer les gens d'une manière complètement différente, dans un autre dispositif, et ça les oblige à se montrer eux d'une façon complètement différente. Si vous voyez le Solers, par exemple, qui est complètement calme, stoïque, tout ça, quand vous le voyez à la télévision, c'est quelqu'un qui est très bavard, qui accapare la parole, et donc dans le cinématon où il n'y a pas la parole, il est obligé de se montrer complètement différemment. Et donc il est obligé de montrer une autre parcelle de sa personnalité, et il est obligé de montrer, comme disait Jacques Dutoit, une partie de son intériorité. Donc le cinématon a toujours de l'intérêt aujourd'hui, parce que ça permet de montrer les gens vraiment d'une autre manière. Et donc, voilà l'intérêt de continuer. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Vous parliez de Proust tout à l'heure. Est-ce que votre démarche peut aussi s'apparenter à une sorte de recherche du temps perdu, pour essayer de préserver Oui, non, mais ça avait été écrit par un critique, c'est même un écrivain, je crois que c'est Hubert Lucot qui avait parlé de ça. Bon, sauf que la différence, c'est que l'œuvre de Proust, même si les romans de Proust partent de la réalité, ce sont des romans. Donc les personnages sont transformés par le roman. Alors le cinématon, c'est un bloc de réel, c'est-à-dire c'est 3 minutes 20, c'est un film de la vie d'une personne. À la fois, c'est complètement un film sur quelqu'un qui vit pendant 80 ans. Qu'est-ce que c'est 3 minutes 20? C'est 200 secondes, c'est une poussière, c'est rien, mais en même temps, c'est beaucoup. Parce que au cinéma ou à la télévision, on n'a jamais 3 minutes 20 comme ça d'un seul bloc. Donc, c'est en même temps... je dis, dans le film, il y a un carton qui dit que c'est à la fois un film et infini, voilà. Donc... Vous avez dit
vous êtes parti du manque d'images, vous êtes ressenti un manque d'images. Mais par exemple, si Proust avait été filmé, vous pensez que ça aurait gagné quelque chose, l'œuvre de Proust? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a besoin d'avoir des images aussi? Oui, bien sûr. Bah écoutez, ça c'est la grande... L'œuvre de Proust, elle serait la même, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir soit des tableaux de Louis XIV ou de, je sais pas, de Molière. C'est intéressant qu'il en existe des tableaux aujourd'hui. S'il n'y avait aucune image de Louis XIV ou de Molière, par exemple, ça nous manquerait. Pour comprendre, ça nous permet de mieux les comprendre. S'il n'y avait pas de photos, si la photo n'avait pas été inventée au XIXe siècle, on n'aurait pas, par exemple, de photos de Napoléon III, je ne sais pas, d'autres ou d'artistes. Donc c'est quelque chose qui est utile. Mais la question là que vous posez, c'est vraiment une question vraiment philosophique. Est-ce qu'on a besoin d'images ou pas? Et je pense que l'homme, dès qu'il a commencé, même avant, je dirais que le besoin d'image est lié à la civilisation. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu civilisation, on peut dire à partir de 2000 avant Jésus-Christ, avec l'Égypte ancienne, il y a eu un besoin de reproduction d'images, c'est-à-dire de sculptures, de tableaux, puis après, pendant des siècles et des siècles, c'était que ça, et d'icônes dans les églises, et puis on est passé à la photo et au cinéma. Et c'est une question vraiment très importante, et c'est la question, je dirais que c'est une question vraiment centrale, quoi. C'est-à-dire, moi je n'imagine pas, je ne pense pas qu'une société pourrait exister s'il n'y avait pas une reproduction d'images. C'est-à-dire, une des différences, parmi les nombreuses différences entre l'homme et l'animal, c'est que l'animal n'est pas capable, n'a pas le degré d'évolution pour se reproduire en images. C'est-à-dire que l'homme a été capable à un moment donné de le faire. C'est-à-dire que le jour où il a été capable, il est passé à un autre stade. Il est passé vraiment à la civilisation. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pierre, mais ça, c'est un grand débat. C'est des heures et des heures, on peut en parler. Alors là, peut-être. Il y a beaucoup de gens qui ont fait plusieurs cinématographes. Ah, très bonne question. Parce qu'apparemment, il y en a un qui dit qu'il en a fait 4. Oui, Joseph Morder. Alors, il y a quelques personnes, alors je ne sais pas le chiffre exact, mais ça doit tourner autour d'une trentaine, donc c'est pas beaucoup sur l'ensemble. Bon, ça m'a amusé de refilmer des gens comme ça avec des délais de temps importants, mais disons que le but essentiel, c'est quand même essayer de filmer des gens différents. Donc, sur un certain nombre de personnes, des gens qui sont assez proches de moi, j'ai eu l'occasion de les filmer plusieurs fois. Donc, Joseph Morder, je l'ai filmé vraiment 4 fois, comme il le dit, et c'est vraiment le grand compagnon de route depuis mes débuts. Joseph Morder, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, il est célèbre dans le cinéma, parce qu'il fait, entre autres, énormément de films. Je crois qu'on est les 2 cinéastes à faire le plus de films en France. Et lui, il fait un journal filmé depuis 1967. C'est-à-dire que sa mère lui a offert une caméra le jour de ses 18 ans. Donc c'était le jour, il est né le 5 octobre 1900. Donc il est né en 49. Donc le 5 octobre 1967, il a reçu comme cadeau une petite caméra Super 8. Et il a commencé un journal filmé qui continue. Et par ailleurs, il fait énormément d'autres films. Il vient de faire un long métrage qui sera peut-être au Festival de Cannes. Voilà. Il y a quelques personnes privilégiées qui ont beaucoup de chance. Il y a des gens dans la vie qui ont plus de chance que d'autres et qui ont été filmés plusieurs fois. Oui. En fait, dans le film, vous montrez certains cinématons, mais pas tous, parce que vous ne pouvez pas tous les montrer sans ça. Oui, il y en a 150 heures. Voilà. Et du coup, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi cela, parce que par exemple, à un moment, on voit sur une boîte d'archives des noms comme Wells, Wilder, donc c'est impressionnant quand même. Et vous choisissez pourtant de montrer ces personnes-là. Oui. Parce que Wells et Wilder n'ont pas été cinématonnés. Hein. Ça, ce sont des dossiers. Ce sont des dossiers, et donc il y a des dossiers, beaucoup de gens qui sont cinématonnés, mais d'autres pas. Ce sont des archives chez moi. Alors, mais en tout cas, la question est importante, parce que c'était pas évident de faire un choix. Et donc, c'était
c'était un choix complètement subjectif. Si par exemple on me demandait de refaire ce film aujourd'hui, sans doute que je prendrais d'autres cinématons. Bon, c'était à ce moment-là, donc ça s'est fait à ce moment-là. Et puis, donc, il y avait une question de temps aussi. C'est un film, bon, on parlera de production, c'est un film qui a été produit par une chaîne de télévision du câble. On avait 2 semaines de tournage, donc c'était très compressé. Et donc, voilà, on ne pouvait pas... bon, c'est sûr que si on avait eu, je sais pas, 3 mois de tournage, on aurait sans doute... le film aurait été différent. Hein. Dans la production au cinéma, selon les conditions, on fait toujours un film complètement différent. C'est-à-dire que dans n'importe quel film, de n'importe quel sujet, selon l'importance du budget, bah, le film sera plus ou moins différent. Ça, c'est inévitable. Oui, moi, je voulais ajouter une petite chose pour compléter ce que dit Gérard. C'est quand même sur le choix des cinématons. Il y a quand même une chose, je ne sais pas si toi tu pourrais le dire, moi je peux le dire parce que je le sais, je l'ai constaté. Même si les 2000, je ne sais pas combien, cinématons sont tous égaux en droit, comme on dit, il y a quand même un top 50 des cinématons, si je puis dire. C'est-à-dire que quand Gérard Courant est invité ici ou là à montrer des cinématons, enfin il y a des cinématons qui sont plus montrés que d'autres et qui sont plus réclamés que d'autres. Et là, c'est vrai qu'on a vu quelques cinématons que Gérard Courant avait choisis. Je pense qu'une des raisons du choix, c'est aussi parce que c'est des cinématons qui sont plus connus que les autres, qui ont été plus diffusés. Bon, par exemple, le cinématon de Godard, le cinématon de Piala sont très connus, ils ont été diffusés de nombreuses fois. Et puis, quelques autres cinématons de gens pas forcément très connus ont été beaucoup diffusés pour des raisons, alors parce que c'est des moments de cinéma plus réussis que d'autres. Je pense à l'acteur avec la mouche, là, comment, je me souviens pas de son nom. Vincent B. Vincent B, c'est ça. Bon, c'est pas quelqu'un de très connu, mais son cinématon a été énormément montré parce que c'est quelqu'un qui jouait avec une fausse mouche. Il y avait une mouche au bout d'un fil de fer, c'est ça, voilà. Et bon, pendant son cinématon, il y a donc une fausse mouche qui se promène devant lui. Et bon, c'est quelque chose qui a frappé l'imaginaire. Et donc, il y a des cinématons qui sont plus connus et qui sont plus diffusés que d'autres. C'est exact en partie, mais pas seulement. Oui. J'ai parlé le temps, c'est-à-dire je suis allé au plus vite. Alors, c'est vrai que les cinématons qui passent le plus souvent, je les connais mieux. Et donc, quand je pensais, par exemple, tiens, ça serait bien de mettre tel ou tel cinématon, tout de suite, il me venait en tête. Mais il pouvait y avoir plein d'autres cinématons qui auraient été à peu près pas, disons, dans le même esprit et qui auraient été aussi bien. Mais c'est vrai que je dirais, le mot n'est pas juste, mais c'est une question, je dirais, c'est presque une question de paresse intellectuelle en me disant, bah tiens, il y a celui-là. Si j'avais eu énormément de temps, je me serais dit, bah tiens, au fait, il y avait tel cinématon que j'avais filmé, je sais pas, à Moscou, de tel type, il avait fait un truc, tiens, qui correspond bien, alors je serais allé chercher. Mais, comme je le disais tout à l'heure, le temps imparti, eh bien, n'était pas élastique, et donc je suis allé, disons, à ce qui était le plus dans ma mémoire des cinématons. Mais souvent, notamment quand il y a des rétrospectives, je me dis, ah oui, oh là là, ce cinématon-là, oh là là, oui, c'est vrai que ça, j'avais oublié que ce personnage faisait ça, oui, ça c'est tout à fait étonnant. Et donc, moi-même, d'ailleurs, j'en arrive à oublier des cinématons, c'est-à-dire quand je les revois, je les redécouvre, je suis presque comme un spectateur qui ne les a pas filmés. En parlant de choix, comment vous choisissez les personnes que vous filmez ? Ah, alors, bon, déjà, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que, bon, il y a des limites, c'est les gens du milieu artistique, voilà. Donc déjà, je ne filme pas tout le monde, pas tous les gens que je rencontre. Alors, ceux que j'ai eu l'occasion de filmer sont déjà des gens que je connais, donc c'est déjà, je vais au plus simple, hein. Si on se complique trop la vie, à la fin, on ne fait plus les choses. Donc déjà, au départ, les gens que je connaissais. Bon, après, il y a souvent les gens que je connaissais, que j'avais filmés, me disaient, mais tiens, tu sais, moi je connais très bien Arabal, par exemple. Et donc, est-ce que ça t'intéresserait de filmer Arabal ? Ben oui, je dis très bien. Oui, parce que j'en ai parlé l'autre jour, je lui ai parlé de ton aventure. Ah oui, il trouve ça vachement intéressant, ça l'intéresserait beaucoup. D'accord, ben écoute, je lui dis de t'appeler, tout ça. Donc, il y a des gens qui jouent les intermédiaires, bénévoles en plus. C'est ça qui est intéressant. Et puis aussi,
grâce au cinématon, mais aussi à mes autres films, j'ai l'occasion de voyager dans beaucoup de festivals de cinéma, mais pas seulement d'ailleurs, hein, pour montrer mes films. Et donc, vous imaginez que si je vais par exemple dans un festival comme à Cannes, c'est l'occasion aussi de rencontrer des réalisateurs, de rencontrer des comédiens, ou je sais pas, ou des techniciens du cinéma. Le Roberto Benigni, que vous voyez, bon, j'avais filmé à Cannes. Et voilà, disons, comme à l'occasion de tous mes voyages, j'ai toujours ma caméra avec moi, le trépied avec moi, et donc à chaque fois, j'ai l'occasion de filmer d'autres personnes. Donc ça fait boule de neige. Mais pour être encore plus précis par rapport à votre question, en général, je n'appelle pas des gens que je ne connais pas. C'est-à-dire, voilà, je me dis, je serais intéressé de filmer telle personne, donc voilà, je vais l'appeler, et puis je vais lui demander de faire son cinématon. Alors, ça ne se passe jamais comme ça, il y a toujours un contact personnel au départ, soit par moi directement, ou soit il y a des intermédiaires. Mais le principe du cinématon est tellement spécial que ça ne serait pas possible d'appeler des gens qui ne connaissent pas les cinématons, qui ne me connaissent pas moi. Si je leur explique le principe, ils vont se dire, mais ça c'est un fou qui m'appelle. Mais non, mais vous comprenez, hein, leur dire, voilà, je leur ai dit, voilà, c'est du cinéma muet, tout ça, ils vont se dire, mais ce type-là, qu'est-ce que c'est? Bon, s'ils me connaissent, c'est différent, mais s'ils ne me connaissent pas, donc ça me mettrait dans une situation un peu, vraiment très compliquée. Et cette formule, ça s'est mis en place comme ça, hein, ça sur le tas, quoi, ça s'est fait comme ça. Et ça suffit grandement, c'est-à-dire que, voilà, chaque fois j'ai l'occasion d'aller dans un festival, je vais filmer quelques personnes qui en plus je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer. Vous pensez bien que si on va dans certains festivals lointains, ça sera l'occasion de voir des cinéastes par exemple, ou des comédiens qui par exemple que je n'aurais jamais rencontré en France par exemple. Donc c'est vraiment l'occasion là vraiment de pouvoir les filmer, une occasion que je n'aurais pas pu avoir. Oui. Et quand des gens refusent, comme Éric Romer par exemple, est-ce que vous insistez? Non, surtout pas, non. Déjà, il y a très peu de gens qui refusent, parce que je filme un milieu où les gens sont assez narcissiques, et où les gens savent que c'est très important qu'on les voit, qu'ils existent, et donc, en général, ils ne disent pas, non, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est assez rare que les gens refusent. Bon, ça peut arriver, mais c'est très rare. Bon, en ce qui concerne Romer, je vais en parler, lui, il refuse pratiquement systématiquement d'être filmé au cinéma ou à la télévision. Il ne veut pas. C'est-à-dire que, alors il m'avait expliqué les raisons, parce que je connaissais Romer, enfin je connais Romer depuis longtemps, et donc il m'avait bien expliqué, vous savez, moi je tourne des films avec des équipes très réduites, dans la rue, souvent sans autorisation. Donc personne ne me connaît. Si jamais j'ai un problème, la police qui vient, tout ça, je dis que je suis professeur, je suis avec mes étudiants et qu'on fait un film entre nous. Voilà. Donc personne ne me connaît, comme ça je suis incognito. Bon. Et donc il m'a expliqué tout ça. Je me souviens, c'était dans un bar à Montparnasse. Et donc, et puis il connaissait les cinématons, il était venu à des projections, donc voilà, il les appréciait. Hein. Il me dit, c'est pas contre le cinématon que je ne veux pas en faire un, vous comprenez-le bien. D'ailleurs, il me dit, moi, écoutez, n'importe quoi, à la limite, moi je suis prêt à en faire un, mais à condition que vous ne le montriez jamais. Alors, je lui ai expliqué que dans les règles du cinématon, un cinématon devait être montré en public. D'ailleurs, ils ont chacun un numéro, vous voyez, donc je lui dis, bah non, parce que vous voyez bien qu'il y a à chaque fois un numéro, ça serait bizarre qu'il y ait un trou. Il dit, oui, non, mais je comprends très bien, donc j'aurais accepté que ça soit archivé, mais et que ça ne soit pas montré. Très bien. Et puis, pour clôturer la chose, pour bien vous montrer que je n'ai rien contre le cinématon et contre vous, je vous propose un rôle dans un de mes films. Et c'est comme ça que j'ai joué un petit rôle dans 4 aventures de Renette et Mirabel, qu'on a tourné en septembre 1985 et qui est sorti en janvier 1987. Voilà. Donc, pour la petite histoire de Romer. Donc, c'était une histoire très agréable. Ça m'a permis d'assister à un tournage de Romer. On était une équipe extrêmement réduite. Il y avait un directeur de la photo, une directrice de la photo, un ingénieur du son et Romer, c'est tout. Il n'y avait même pas d'assistant. Voilà, l'équipe la plus réduite qui soit, et il tournait en 16 mm. Il avait l'argent pour tourner en 35 mm, mais lui préférait, au niveau de l'image, c'est une image qu'il préfère, donc c'est un côté, enfin entre guillemets, un petit côté amateur que recherche Romer, donc voilà. C'était passionnant de voir Romer sur un tournage et de voir comment il travaillait, donc c'était pour moi une expérience passionnante. Par contre, dans les cinématons, il y a presque tous les acteurs
favori d'Éric Rohmer. Oui, de Béatrice Roman à Marie Rivière, à Charlotte Véry, à beaucoup d'autres. Une grande partie des acteurs de Rohmer, oui, j'ai eu l'occasion de les filmer comme ça au fil des années, hein, comme ça. Rosette, enfin... Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des gens que vous regrettez de ne pas avoir pu filmer, soit parce qu'ils ont refusé ou qui sont décédés avant que vous ayez pu leur proposer? Intéressant, parce que j'ai deux petites aventures comme ça qui me sont arrivées. Voilà. En 1982, j'avais un ami qui était assistant à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et qui à ce moment-là faisait un petit film sur Jacques Tati. Et donc cet ami s'appelle Jean-Pierre Ouette, il avait été cinématonné, et il m'avait dit, bah, tiens, au fait, est-ce que ça t'intéresse, voilà encore un intermédiaire bénévole, est-ce que ça t'intéresse de filmer Jacques Tati? Bah, comme moi, c'était un de mes cinéastes préférés, je dis, bah, évidemment. Il dit, bah, écoute, il n'y a pas de problème, moi je le vois en ce moment tous les jours, donc je vais lui en parler, tout ça, très bien. Et moi je lui dis, bah, écoute, on s'arrange, dès que c'est possible, tu m'appelles, et moi je cours avec ma caméra voir Jacques Tati. Et alors, je me souviens, à ce moment-là, je pars en Hongrie, à l'invitation de Imre Gyöngyösi, qui était un des grands cinéastes hongrois, qui est mort maintenant, et qui m'avait invité sur le tournage de son film. Voilà, à l'époque, il était coproduit par la télévision hongroise, et il y avait des possibilités de faire inviter comme ça des gens sur un tournage, qui après, bon, disons, c'était une invitation comme ça, en espérant qu'après, la personne allait faire de la publicité sur le film, en parler. Voilà, donc il savait que je connaissais Gilles Jacob, le directeur du Festival de Cannes, tout ça. Donc j'avais été invité une semaine là-bas, et je me souviens une fois, j'étais dans un taxi, et j'apprends la mort de Jacques Tati. Non mais ça s'est réellement passé comme ça. C'est-à-dire que à quelques jours près, voilà. Donc, alors cela dit, et je n'ai jamais rencontré Jacques Tati. J'aurais pu le rencontrer, je ne sais pas, parce que Jacques Tati des fois se déplaçait, faisait des débats sur ses films. Ça, c'est quelqu'un que je n'ai jamais croisé de ma vie. Alors il y a une autre histoire aussi qui concerne Abel Gance, autre cinéaste que j'adorais, et avec Joseph Morder, le fameux Joseph Morder, qui avait créé en 1973 le prix Morlock, que j'ai eu en 1978. Il en parle, à un moment donné, il dit, voilà, le prix Morlock. Et donc, en 1980, il dit, voilà, on va remettre un grand prix Morlock à Abel Gance pour l'ensemble de son œuvre. Et Abel Gance avait plus de 90 ans à l'époque. Alors, je ne sais plus comment on a fait, parce qu'on était assez bien organisé, on a réussi à aller chez Abel Gance. On a passé 1h30 avec Abel Gance, Joseph Morder et moi. Donc j'avais amené ma caméra, mes éclairages, tout ça pour le filmer. Et la rencontre était tellement extraordinaire, il nous a parlé pendant 1h30, nous on était pratiquement bouche bée, on n'ouvrait pas la bouche. Il nous a raconté des histoires extraordinaires, il avait encore des projets de films à 90 ans, que j'ai pas voulu sortir ma caméra pour briser, je ne voulais pas briser cet enchantement d'être en sa présence. Et il nous avait offert le champagne, tout ça, c'était merveilleux, quoi. Et au bout d'1h30, il y avait sa voisine, une femme qui s'occupait un peu de lui, nous a dit, bon écoutez, là, maintenant il est fatigué, donc je pense que c'est la soirée, il faut l'arrêter maintenant, parce qu'il faut qu'il aille se coucher. Voilà. Et donc, voilà, donc, le tournage n'a pas eu lieu, et en même temps, je ne le regrette pas, parce que cette 1h30 qu'on a passé avec Abel Gance, c'était quelque chose de magique, quelque chose presque d'irréel, que j'aurais jamais pu imaginer quelques années auparavant. C'était tellement fabuleux que, franchement, je ne regrette pas d'avoir filmé, parce que si j'avais filmé, bon, ça aurait cassé complètement la magie de cette rencontre. Voilà. Et puis alors, je finirai, un troisième cinématon qui n'a pas été fait, c'était Jean Eustache, autre grand cinéaste que j'adorais, qui notamment avait fait un film dont on avait énormément parlé, qui est La Maman et la Putain, qui peut-être pour moi est le meilleur film français de toutes les années 70, et donc à une époque que je connaissais bien. Et Jean Eustache était quelqu'un de très suicidaire. Il a fait plusieurs tentatives de suicide, et à une époque, il avait fait une tentative de suicide, il avait sauté par la fenêtre. Il avait je ne sais pas, du 2e étage, et il avait les 2 jambes dans le plâtre. Et donc à une époque, j'allais le voir souvent chez lui. C'était, je ne sais plus, vers 80-81, et pour voir des films chez lui, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des magnétoscopes, et on voyait des classiques du cinéma chez lui, alors il nous passait des films de Lubitsch, et avec ses commentaires. C'était extraordinaire, parce que c'était un grand admirateur de Lubitsch, par exemple,
Et donc, on voyait les films de Lubitsch, il nous parlait de la technique, de plein de choses, c'était fabuleux. Et donc, à chaque fois, je lui disais, bah, tiens, quand est-ce qu'on va faire le cinématon? Il me dit, ah, bientôt, bientôt, tout ça, très bien. Bon. Et un jour, j'apprends sa mort. Il s'est suicidé. Voilà. Donc, c'était quelque chose, vraiment, évidemment, il ne m'a pas prévenu en me disant, voilà, je vais me suicider demain, viens me filmer. Ça, vous imaginez bien. Voilà, donc c'est pour citer 3 exemples. Mais, voilà, mais en même temps, c'est comme ça, et c'est la vie, quoi. Et en même temps, comme je vous le dis, hein, ça m'a pas chagriné. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est passé comme ça. Et bon, il y a aussi plein d'autres gens que j'aurais voulu filmer, qui ça s'est pas fait. Mais en général, disons que bon, souvent les gens que je veux filmer, à un moment donné, on se croise, et nos destins comme ça se croisent, et l'occasion se présente, quoi. Je voulais revenir par rapport à ce que tu disais par rapport à Godard. Godard est sans doute le cinématon le plus demandé. Et je me souviens que il y a d'ailleurs un extrait dans ce film, vous savez, quand on est sur les 2 balançoires, là. Donc c'est un film qui a été fait pour Channel 4 à Londres, c'est un film d'1 heure qui mélange fiction et documentaire sur l'histoire du Super 8, même 2 heures. C'est deux films d'1 heure donc, sur l'histoire du Super 8. Et donc, il y a toute une conversation de Joseph Morder et moi, comme ça sur la balançoire, bon, vous en voyez qu'un petit morceau. Puis il y avait aussi il y avait un cinématon qui présentait. Et donc je me souviens, j'ai gardé la lettre, mais je garde tous les courriers et tout ça. Et donc il m'avait dit, bon, ça serait intéressant que ce soit toi qui choisisses le cinématon, parce que comme tu les connais mieux que nous, donc pour illustrer donc, ta présence dans notre film, de choisir un cinématon. Et entre parenthèses, ils avaient mis, si possible, de ne pas mettre celui de Godard, parce qu'on le voit partout. Donc là, et je me souviens, en fait, on avait mis celui de Samuel Fuller, le cinéaste américain, dont on voit un petit extrait, qui est un autre grand cinéaste que j'adore. Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un, après cette revue, n'ait pas aimé son image et demandé à ce qu'elle ne soit pas diffusée? Non, non. Alors, il était arrivé souvent que des gens me disent « Ah ben non, moi je ne trouve pas mon image bien, vraiment, bon, je pensais vraiment être meilleur. » Les personnes, après, elles me demandaient de ne pas le présenter, puisque ça fait partie des règles du jeu, que le cinématon doit être montré. Donc, voilà, bon, il arrive que des gens disent « Bon, ben voilà, le cinématon n'est pas génial. » Mais souvent, ils ont un point de vue personnel qui est complètement... qui va complètement à l'encontre du public. Par exemple, moi je connais des gens qui disent, moi je déteste mon cinématon, ils me disent franchement, amicalement, bon, mais je respecte ce que tu as fait, c'est ton regard, bon, voilà, bon. Et moi je trouve vraiment, je me trouve très mauvais, et le public va dire exactement le contraire, va dire, non, ce cinématon c'est génial, c'est magnifique. Et disons, on est souvent le plus mauvais juge de soi-même. C'est-à-dire que, bon, je citerai un exemple qui est hyper classique, mais Marilyn Monroe, qui en dehors de sa beauté était une très grande comédienne, elle pensait qu'elle était laide. C'est-à-dire que le drame de Marilyn Monroe pendant toute sa vie, c'est que l'image qu'elle se faisait d'elle-même n'avait rien à voir avec l'image que les gens de l'extérieur se faisaient d'elle. C'est-à-dire, et elle ne pouvait pas le vivre. C'est-à-dire qu'elle pensait que le moindre défaut qu'elle avait devenait quelque chose d'énorme. Donc elle le vivait, mais très très mal. C'est-à-dire qu'elle pensait qu'elle n'était pas vraiment belle. Et alors que tous les gens qu'elle rencontrait avaient exactement le jugement inverse. Et donc, ces 2 points de vue n'arrivaient pas à se rencontrer, et vraiment, elle en est morte. Vraiment, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un problème de la personnalité, à un moment donné, se désagrège, quoi. Donc, le regard qu'on a de soi-même, disons, est un point de vue, c'est notre point de vue à nous, mais les gens de l'extérieur, ils ont un autre point de vue, et qui est tout aussi intéressant d'ailleurs. Et d'ailleurs, bon, évidemment, hein, pour un même cinématon, le public peut avoir des réactions complètement différentes. Alors, par exemple, je pensais une fois à la sortie d'une projection, bon, on ne voit pas le cinématon de Wim Wenders, mais donc je vois, on était dans le couloir de la salle de cinéma, et il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule en me disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il est décevant, le cinématon de Wenders !» Je m'attendais vraiment à autre chose, tu vois. Ah bon, je lui dis « D'accord, je respecte le point de vue. » Et juste à ce moment-là, il y a une autre personne qui vient, qui me tombe dessus. « Oh là là, mais le cinématon de Wenders, j'étais ému, j'en ai pleuré, enfin tout ça. » C'est-à-dire que, voilà, mais c'est-à-dire, le cinématon, c'est quelque chose de tellement
de tellement ouvert, je dirais, que c'est vrai qu'on peut avoir des points de vue complètement différents. C'est par rapport au lieu, moi, parce que comme tu disais, par exemple, Mimi, vous avez Kim Hagen, donc il n'a pas choisi son lieu, ou des choses comme ça. Il y a une comédienne qui dit qu'elle a choisi son lieu, qu'elle voulait se faire devant l'hôtel De sa naissance. Apparemment, Lucia Sanchez, c'est chez elle. Donc Non, là, en fait, Lucia, c'était chez moi. Voilà, mais elle a du rouge à lèvres, enfin, elle a des accessoires à disposition. Et il y a pas une espèce d'inégalité entre ces... Si, bien sûr. Ça, c'est comme dans la vie. Hein. L'inégalité est le principe même de la vie. Alors, c'est vrai que, par exemple, entre des cinématons de gens qui sont prévenus des mois à l'avance et des cinématons de gens que je rencontre, par exemple, au Festival de Cannes, ça va être un petit peu différent, c'est sûr, parce que quelqu'un qui est prévenu plusieurs mois à l'avance peut, par exemple, se préparer. Cela dit, il y a beaucoup de gens que je rencontre, je leur dis voilà, bon, quand est-ce que vous voulez faire le cinématon? Alors il y en a qui me disent oh là là, je réfléchis, et quand j'aurai bien réfléchi, que j'aurai une idée, je vous rappelle, ou je te rappelle, c'est très bien. Puis il y en a d'autres qui me disent oh là là, je vais surtout le faire le plus vite possible, comme ça je n'y penserai pas, et voilà, et comme ça je serai libre, beaucoup plus libre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent voilà, donc simplement, voilà, on se donne un rendez-vous dans une semaine par exemple. Alors, les personnes que me disent, voilà, donc, le premier jour, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Puis le lendemain, je me dis, ah, c'est pas l'idée n'est pas géniale. Ils ont une deuxième idée. Puis après, ils disent, ah, ça va pas. Ils en ont une troisième, une quatrième. Puis à la fin, ils ne savent plus quoi faire. Et ils me disent, mais non, mais c'est terrible. À la limite, j'aurais voulu le faire tout de suite. C'était beaucoup plus simple. J'aurais été beaucoup plus libre. Voilà, donc c'est sûr que, bon... alors, par exemple, je me souviens de l'exemple de Jean-Paul Fargier, qui est un vidéaste assez connu, et que ça devait être vers 80 par là, donc je lui avais proposé de faire son cinématon. Il m'avait dit ok, pas de problème, mais simplement je te rappelle parce que j'ai envie d'avoir une idée, et donc voilà. Pas de nouvelles pendant 6 mois, puis un an après je le rencontre. Je lui dis le cinématon, ah oui, non, mais ne t'affole pas, dès que j'ai une idée, je te rappelle, tout ça. Puis chaque année, on se voyait une fois par an, on se croisait, je sais pas, dans des cocktails ou des projections. Alors à la fin, ça devenait un gag entre nous. Alors et le cinématon? Oui, non, attends, sois patient, tout ça. Et je me souviens, c'était à l'occasion d'un mariage d'un ami commun, Pascal Emmanuel Gallet, c'était en 92, et donc je vois Jean-Paul Fargier, il était invité aussi à ce mariage. Alors je lui dis, comme ça, le gag continuait, et le cinémateur, il me dit, voilà, j'ai une idée, on le fait. Ah bon? Donc, voilà, on fixe un rendez-vous dans les jours suivants, et en fait, alors là, il a eu vraiment raison d'attendre. Parce que son cinématon, entre-temps, son père venait de mourir. Dans son cinématon, c'est rien, l'espace du cinématon, c'est un cave. Donc, il s'est fait filmer dans sa cave. C'est-à-dire on voit la pierre de la cave, tout ça. Il déguste un vin qu'il fabrique lui-même parce qu'il a une propriété dans les Cévennes. Son père était vigneron, tout ça. Et en fait, ce cinématon-là raconte sa vie, raconte la vie de son père. Ça le définit encore de façon complètement étonnante. Et c'est vrai que s'il avait fait le cinématon tout de suite quand je lui avais proposé, il n'y aurait pas eu cette force-là, ce vécu-là qui transparaît complètement dans son cinématon. Donc lui, il avait besoin d'avoir du temps. Par contre, d'autres disent, je vais le faire tout de suite. Je me souviens, quand j'avais rencontré Arabal, non, il faut le faire tout de suite. Je n'avais pas ma caméra ce jour-là, parce que j'étais allé le voir au théâtre. Donc, je ne sais pas, j'ai dû y aller le lendemain, mais il disait non, mais le cinématon, tout de suite, il n'arrêtait pas. C'est devenu comique. Oui. Vous faites quoi quand vous faites passer les gens en cinématon? Vous derrière la caméra? Alors, je suis derrière. Bon, là, c'est la caméra, je vais vous en montrer une. J'en ai une avec moi. Ah. Donc, la caméra, vous avez vu dans le film, voilà, c'en est une, c'est une de Marc Boer. Donc je suis derrière la caméra, assis à côté de la caméra, et surtout je ne dis rien. Je ne veux surtout pas je fais en sorte de ne jamais intervenir. Car ce que je tiens par-dessus tout à ce que fait la personne vienne à 100% d'elle. C'est-à-dire que si jamais je lui parle, ou si je lui fais un clin d'œil, ou si je fais un sourire, automatiquement, son comportement va changer. Et le but du cinématon, justement, c'est que la personne soit elle-même à 100%. Donc je suis là, juste à côté, pour savoir si tout se passe bien, si jamais il n'y a pas un problème technique, tout ça. Donc je suis près de la caméra, je regarde bien le cadre, mais vraiment, je suis transparent.
Voilà. C'est pas facile, hein, parce que des fois je voudrais intervenir. Je me dis, oh là là, cette personne est en train de faire quelque chose. Si elle va un petit peu plus loin, ça va peut-être être quelque chose de tout à fait étonnant, mais je me refuse. C'est très frustrant pour moi. Heureusement que parallèlement, je fais plein d'autres films. Parce que là des fois, c'est vrai que c'est frustrant. Parce qu'il y a quand même un regard, quoi. Enfin, vous êtes quand même. C'est pas comme si c'était exactement comme un photomaton. Oui, bien sûr, oui. C'est vrai que les cinématons sont liés à ma personnalité aussi. Hein. Si c'était une autre personne qui faisait ça, les résultats seraient un peu différents, ça c'est certain, bien sûr. Mais, bien sûr. Là, je crois que c'est là, oui. On vous a jamais demandé d'aller dans une autre pièce ou des choses comme ça, parce que même si vous restez impassible, vous êtes quand même là. D'aller dans une autre pièce, de sortir. Ah oui. Même si vous êtes impassible, vous êtes quand même là, et je pense que ça a une influence. Quand on est face à un appareil, quand on a quelqu'un dans la pièce, on est forcément différent. Oui, bien sûr. Alors, ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire que ma présence, inévitablement, transforme la prestation de la personne qui est filmée. Si je n'étais pas là, le résultat serait différent. Mais c'est pas qu'il serait plus intéressant, ou moins intéressant, il serait autre. C'est ça que je veux dire. Donc, dès le départ, j'ai prévu d'être là, c'est-à-dire, voilà. Et même les premiers cinématons, jusqu'au cinématon 49, je n'avais pas de trépied. C'est-à-dire que c'est moi qui tenais la caméra, parce que, alors, tout simplement, ça, on peut parler de production, si vous voulez, tout à l'heure. À l'époque, quand j'ai commencé, en 78, un trépied, ça coûtait très très cher. Je sais pas, ça coûtait peut-être 15 fois plus qu'aujourd'hui. Ça coûtait une fortune acheter un trépied. Donc au départ, je n'avais pas de trépied. Quand j'ai eu un peu plus d'argent, je m'étais acheté un trépied. Aujourd'hui, ça ne coûte rien. Grâce au caméscope, on trouve des trépieds pour des sommes ridicules. Enfin, des simples, comme celui-là. Donc au départ, je tenais la caméra comme ça, je ne bougeais pas, j'étais derrière ma caméra. Et c'était pas évident, parce qu'il ne fallait pas bouger. Et c'était une expérience aussi pour moi, parce que je ne pouvais pas me permettre de bouger. Donc voilà. Mais dès le départ, si vous voulez, j'étais censé faire corps avec ma caméra, quoi. Ça faisait partie de mon projet, quoi. Je ne tenais pas à être hors, quoi. Moi, j'aurais bien envie de reposer la question de Marianne. Est-ce que quelqu'un t'a demandé, est-ce que des fois un cinématonné t'a demandé de sortir Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, ça a dû arriver une fois ou deux, comme ça, mais je me souviens pas, ça doit être il y a très très longtemps, et franchement, je ne me souviens pas, mais je ne suis même pas sûr. Peut-être, enfin, on me l'a demandé, ça c'est sûr, mais je ne sais même pas si je l'ai fait. Tu vois, c'est presque une colle que tu me poses, je n'ai pas souvenir. Et moi j'avais une autre question qui est connexe à celle-ci. Est-ce qu'à certains moments, la personne qui est devant la caméra te demande de l'aide, du genre par exemple de dire faire un signe toutes les 30 secondes par exemple pour se rendre compte de l'avancée du temps par exemple? Oui. Alors justement, ça c'est bien de poser cette question-là parce que c'est la seule chose, c'est la seule aide que j'apporte au cinématonné, c'est le temps parfois. C'est-à-dire que quelquefois des personnes me demandent d'avoir des repères de temps. C'est-à-dire voilà, les prévenir toutes les minutes, dire voilà 1 minute. 2 minutes. C'est la seule chose que je... Voilà. Alors, je pourrais très bien faire autrement, hein, actionner un réveil et qu'il y ait une sonnerie, toutes les temps, tout ça, bon, mais de façon plus simple, voilà. C'est vraiment la seule chose que je me permets. Alors, je ne sais pas. Vous dites que vous en êtes aujourd'hui à 2096. Oui. C'est-à-dire que en ce moment, vous en faites moins? J'en fais beaucoup moins en ce moment. Parce que là, d'une part, j'ai fait aussi pas mal d'autres films, donc le temps n'est pas extensible, et je me suis lancé dans l'ordinateur, dans le scannage de photos, donc je suis... il y a comme ça des périodes où j'en fais moins, et puis des périodes où j'en fais plus, voilà, donc... et puis en même temps, aussi une chose pour que vous compreniez bien, que je n'ai pas dit aussi, mais ça j'en parle un petit peu, c'est que je fais des cinématons, aussi d'autres films aussi, mais aussi d'autres séries. C'est-à-dire qu'au fil des années, j'ai créé d'autres concepts parallèles, hein, qui sont dits indépendants à chaque fois. Donc il y a des cinématons, mais il y en a une vingtaine de concepts. Alors il y a couple, portrait de groupe, il y a une série qui s'appelle Lire, où des écrivains lisent pendant 3 minutes et demie le début de leur dernier livre. Il y a une série qui s'appelle De ma chambre d'hôtel,
dans tous les hôtels où je vais, je fais une cassette de 3 minutes 20, je fais à peu près une vingtaine de plans de ce que je vois de ma chambre d'hôtel. Il y a une série qui s'appelle Cinéma, où je fais alors, un peu la méthode des vues des Frères Lumière. Je fais un plan fixe de tous les cinémas où j'ai montré des cinématons, par exemple. Donc c'est une bobine entière. Alors les gens qui passent on voit les gens qui passent devant le cinéma, des voitures, tout ça. Donc il y a une vingtaine de séries. Donc tout ça, à chaque fois, au fil des années, il y a des séries en plus. Donc c'est pas parce que je fais moins de cinématons que je fais moins d'autres portraits. C'est-à-dire que tout cumulé, il y a environ 3500 portraits maintenant. Alors, il faudrait faire des calculs année par année, en fait, combien je fais de portraits en tout. Voilà. Et je pense que je reste un peu dans les mêmes proportions. Alors, je fais moins de cinématons parce que c'est vrai, je fais beaucoup plus d'autres séries. Je crois que j'en fais 20 ou 21 de séries. Et vous tournez tout en Super 8 ou... Alors, toutes les séries sont en Super 8, sauf 2 qui sont en vidéo, qui est un... Alors, je me suis lancé dans un travail babylonien, je ne sais pas, énorme. C'est un inventaire filmé des rues de Lyon. Donc il y a 1453 rues à Lyon. Donc un inventaire filmé des rues de Lyon, des places de Lyon, il y en a 204, et des ponts routiers sur la Saône et le Rhône. Je crois qu'il y en a 24. Et donc chaque rue, c'est un plan fixe, un peu comme les vues des Frères Lumière. C'est un plan fixe de 20 secondes. Donc d'abord, je filme la plaque de la rue, le nom de la rue, et après je filme la rue. Et donc, je suis censé filmer, ça me prendra je ne sais pas combien de temps, l'intégralité de toutes les rues, de toutes les places, et de tous les ponts de Lyon. C'est un concept intéressant. Je l'avais déjà fait sur la ville où j'habitais à Saint-Maurice, qui est à côté du Bois de Vincennes à Paris. Et là, c'est une petite ville de 10 000 habitants, il y avait 56 rues. Et là, je pousse le concept sur... Et là, ça fait un film qui doit durer, je ne sais pas, 12 ou 13 heures. Voilà. Donc, il y a une autre série qui s'appelle Inventaire filmé des rues de Saint-Marcelin, Isère, France. Saint-Marcelin, c'est là où j'ai vécu toute mon enfance. Et donc, voilà, je suis dessus. Alors là, je crois qu'il y a 150 ou 160 rues en tout. Voilà, donc ces deux-là, je les filme en vidéo. Mais tout le reste, tout est en Super 8. Vous connaissez Saint-Marcelin? Pourquoi? Parce que j'habite Où? à Valence. Et... Ah oui, c'est quand même à 42 km. Hein. J'ai des amis qui... Ah d'accord. Là, je connais bien Valence aussi. On peut parler de, je sais pas, de production, de, je sais pas. Ah d'accord. Je voulais savoir si ça arrivait des fois que quelqu'un qui ne sait pas où il en est au niveau temps, comme au cinématon, donc on lui dit c'est fini, et donc il va faire quelque chose juste après qu'il ait dit ça, comme pour clore, parce que inconsciemment il a envie de faire une fin et il ne sait pas enregistrer, et ça doit... Enfin, des fois il y a des choses qui doivent passer, donc on ne peut pas enregistrer, ça va être assez frustrant. Alors parce que souvent il y a des gens à l'avance, ils ont fait leur petit scénario. Et c'est-à-dire qu'ils ils ont dit je vais faire ça, 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 ça et ça. Et puis le cinématon arrive et ils en ont fait que les 2 tiers par exemple. C'est ça que vous voulez dire? Quelque chose de prévu, non prévu, enfin quelque chose qui est fait après, juste après. Quand il n'y a plus de... Oui. Quand il y a plus de... Bah oui, mais parce que, c'est-à-dire que, oui, bon, dès que c'est fini, je les préviens. Alors, c'est vrai que des fois, ils me disent, ah bah tiens, j'aurais voulu faire ça encore. Ça, c'est vrai, oui. C'est même quelque chose qui se fait, qu'ils le font. Qui est coupé en plein milieu. Par exemple, Oui. Ah oui, ils vont avoir une réaction, un sourire, je ne sais pas, quelque chose. Oui. Que ça soit prévu ou non prévu, mais qui est fait juste après, vraiment. Et donc, il sera oui, qui est frustré, quoi. Oui, non, mais oui, bien sûr. Il ne sera jamais enregistré. Oui. Même pour vous, vous l'avez vu. Oui, bien sûr. Oui, non, mais ça arrive, bien sûr. Alors, la question, il y a une chose qui est quand même intéressante, c'est la durée. Au départ, je ne savais pas que ça serait la durée idéale. Tant que je n'avais pas montré les cinématons à un public, au départ, je ne savais pas. C'est-à-dire que très vite, je l'ai montré en public, mais tant que je ne l'avais pas montré en public, je n'étais pas certain que cette durée soit parfaite. Et je me suis aperçu, donc dès les premières projections, que souvent, il fallait attendre 1 minute pour que les choses se débloquent, et les gens commencent à être ils arrivent à faire des choses, quoi. Et si par exemple, on aurait pu imaginer que les cinématons durent que 30 secondes ou 1 minute, et je pense que le résultat aurait été complètement différent. C'est-à-dire que là, vraiment, le travail, on a 3 minutes 20, et les choses ont le temps de s'installer, et il arrive à se passer des choses, quoi. Et c'est vrai que par exemple, si ça avait duré qu'1 minute, je ne pense pas que j'aurais fait un film qui
qui ait autant d'intérêt pour les gens, quoi, pour les gens qui sont filmés. Là, ils arrivent quand même, 3 minutes 20 c'est beaucoup au cinéma, ils arrivent quand même à donner beaucoup d'eux-mêmes. Oui. Et moi je voudrais rajouter quelque chose que j'ai constaté, parce que j'en ai vu aussi pas mal, des cinématons. Il y a quelque chose qui est très curieux, alors je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ce temps-là de 3 minutes 20 est pas indifférent, parce que c'est effectivement ni trop long ni trop court, enfin, je sais pas, ou c'est peut-être un peu trop long, justement, parce qu'il y a une chose qui est sensible dans de nombreux cinématons, soit des gens se mettent comme ça devant l'objectif et décident, enfin, ça se voit, décident de ne pas bouger pendant 3 minutes 20, et ces gens-là n'y arrivent jamais. C'est-à-dire qu'ils vont rester presque immobiles pendant, je sais pas, 2 minutes 45, 3 minutes, un truc comme ça. Et il y a un moment où ils craquent. Et ça, c'est c'est des moments extraordinaires où on voit quelqu'un qui est, non pas vraiment tendu, mais qui a décidé de soutenir finalement le regard de la caméra et qui n'y arrive pas jusqu'au... C'est un duel avec la caméra. Voilà, c'est un duel... Avec la caméra et donc avec le public. Voilà. Hein. Et donc, il y a un moment où on sent quelque chose qui se fissure. Et attends, je vais juste finir une chose, c'est qu'il y a aussi un comportement inverse qui est passionnant. C'est les gens qui ont préparé quelque chose et qui sont hyperactifs en se disant « mon hyperactivité va remplir les 3 minutes 20 » et qui n'arrivent pas à tenir les 3 minutes 20. Et donc, l'activité, tout d'un coup, s'arrête au bout, alors c'est au bout de 3 minutes, 3 minutes 5, 3 minutes 10, et pendant 10, 20 secondes, il reste quelqu'un qui s'est complètement désemparé, qui ne sait plus quoi faire dans la caméra. Et ça, c'est passionnant. Dans les appareils photomaton, on se voit dans un miroir. Là, dans ce cinématon, j'ai pas l'impression que personne se voit dans un miroir. Est-ce que vous pensez que l'image serait, que l'image peut être plus juste si la personne filmée se voit dans un miroir ou si, Alors, je pense qu'elle serait moins juste, elle serait déjà complètement différente, et elle serait moins juste, parce que, comme l'avait bien expliqué Roland Barthes dans son livre sur la photo, soi-même, on ne se voit, enfin, je ne suis pas capable de retrouver les termes, mais on se voit jamais tel qu'on est. C'est-à-dire que dans un miroir, pour citer un exemple, si vous êtes vraiment en forme, par exemple, vous allez vous trouver très bien. Puis si vous êtes très 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 fatigué, vous allez vous trouver vraiment moche quelquefois. Alors que la différence entre les deux sera, les gens extérieurs, des fois, ne vont même pas remarquer la différence. Alors que vous, donc, mentalement, vous transformez votre propre regard. Et donc, votre regard n'est jamais neutre, si vous voulez. Il est complètement influencé par votre état. Et donc, s'il y avait un miroir, je pense que ça serait... pratiquement le résultat serait différent. Et je pense, par rapport à moi, à ce que je recherche, donc je recherche une authenticité, une vérité des gens, je pense que ça serait moins intéressant. Déjà, ils sont beaucoup en représentation dans le cinématon, mais là, ils le seraient encore plus, et je pense qu'ils le seraient trop. Ils le sont dans le cinématon, hein. Ça faut pas le nier, évidemment, ça fait partie du jeu. Mais là, ils seraient, à mon avis, en surreprésentation. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ce que je pense. Une façon, au lieu d'être entièrement objectif sur ce qu'on voit, de voir la façon dont lui se voit. D'essayer d'appréhender la façon dont lui se voit et de pouvoir faire peut-être une comparaison entre la façon dont nous on peut le voir et dont lui se voit. Là, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Donc, ça serait intéressant de découvrir. Oui, on pourrait faire deux cinématons, c'est-à-dire une fois il n'y a pas de miroir, et une autre fois il y a un miroir. Non, mais ça serait une expérience intéressante, mais qui serait un peu trop compliquée. Ce qu'il faut expliquer, et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est la simplicité du concept. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée du cinématon, j'y ai réfléchi pendant à peu près 2 ans, j'avais de nombreuses idées en tête. Hein, et j'avais des idées même compliquées, et de toutes les idées que j'avais, j'ai choisi en fait la plus simple de toutes.
C'est-à-dire que le cinématon, j'ai dit et répété, c'est un peu le degré zéro du cinéma. C'est vraiment c'est le principe le plus simple qui soit. C'est-à-dire que quand les frères Lumière ont inventé le cinéma, qu'ils ont fait leur premier film, ils ne se sont pas compliqués la tâche. Tout simplement, ils ont mis leur machine qui s'appelait cinématographe sur un trépied et ils ont filmé un événement. Alors ça pouvait être la sortie des usines Lumière, donc ils mettaient la caméra devant la sortie et on voyait tous les gens sortir pendant entre 45 et 50 secondes, c'était la durée maximum de pellicule qu'on pouvait mettre dans la machine. Ça pouvait être le repas de bébé. Donc ils ont filmé comme ça, en plan fixe. Tout leur premier film, c'est comme ça. Bon, après, ils ont fait des travelling, ils ont fait des mouvements de caméra. Mais au départ, tous les premiers films, ils sont allés au plus simple parce qu'ils sont partis de zéro. C'est-à-dire que le cinéma n'existait pas, donc ils font quelque chose, évidemment. On ne peut pas imaginer autre chose. Les premiers films, ils sont les plus simples qui soient. Et les cinématons, on ne peut pas faire quelque chose de plus simple. C'est-à-dire que et si les cinématons ont pu durer à travers les années, c'est-à-dire depuis 1978, ça fait quand même 27 ans de tournage, c'est parce que c'était un procédé, un dispositif le plus simple qui soit. S'il avait été beaucoup plus compliqué, les cinématons se seraient arrêtés d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, ça aurait été fini. Ça, c'est à l'évidence. Et parce que si les choses deviennent trop compliquées, bon, on s'arrête, on passe à autre chose. C'est-à-dire que, voilà, c'est impossible de faire un travail sur le temps si on fait des choses trop compliquées. Ça, j'en suis persuadé. Parce que j'ai rencontré dans ma vie de cinéaste, beaucoup de gens, de cinéastes qui me disaient « Oui, moi j'ai eu l'idée de cinématon, tout ça. » Et ils avaient des idées en fait très différentes et beaucoup plus compliquées. Alors j'en connais qui ont fait quelques portraits comme ça, mais ça s'est arrêté au bout d'un mois ou deux, quoi. Donc, dans la vie, non, mais je vais vous passer la parole, mais souvent on a tendance à faire des choses très compliquées, alors qu'on peut faire la même chose de façon simple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de choses compliquées, bien sûr, mais quand on a la possibilité entre les deux, souvent c'est beaucoup plus simple d'aller vers les choses les plus simples. Et par exemple, Fritz Lang, qui est un des plus grands metteurs en scène du cinéma, expliquait par exemple, vous avez deux personnages dans une pièce, donc vous mettez la caméra, donc vous prenez 100 cinéastes, ils vont mettre la caméra à 100 endroits différents. Et lui, il disait, il n'y a qu'une seule place pour mettre la caméra, autrement vous allez compliquer les choses, et donc ça va devenir beaucoup moins intéressant, beaucoup moins fort. Lui, il savait où mettre la caméra, et voilà, quoi. Oui. La fin, vous la voyez comment? Comment? La fin du cinématon, vous la voyez comment? Je sais pas, parce que alors, je plaisante quand je dis je vais filmer sur mon lit de mort, tout ça, et je fonctionne vraiment, j'ai toujours fonctionné comme ça au jour le jour. Alors, au début, je m'étais dit, je vais filmer, j'avais le projet de faire un film de 24 heures, ce qui faisait à peu près, je sais plus, 300 et quelques cinématons. Et puis au bout de quelques mois, je me suis dit, mais non, faut pas non, c'est insuffisant. Ça serait vraiment intéressant de faire un film. Déjà, faire un film de 24 heures, c'était déjà un peu farfelu. Mais non, je me suis dit, non, faut faire un film de 1000 cinématons. Et donc, je me suis lancé dans l'idée de faire 1000 cinématons très, très vite. Et puis, quand je suis arrivé vers les 1000 cinématons, je me suis dit, mais non, c'est ridicule, il ne faut pas mettre de limite. Le projet de ce film-là, ce qui est intéressant, c'est justement de ne pas avoir de limite, et peut-être que ça s'arrêtera tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas, je passerai à autre chose, peut-être que ça s'arrêtera tout seul sans que ça soit prémédité. Donc pour l'instant, je fonctionne un peu au jour le jour. Alors peut-être que ça va s'arrêter, je ne sais pas. Voilà, je ne pense pas, mais on ne sait jamais, quoi. Donc c'est un peu par provocation, quand je dis que je vais filmer jusqu'à ma mort, enfin, tout ça. Oui. Il y a un moment dans le documentaire où c'est le moment où vous parlez de filmer jusqu'à votre mort, et après on voit un plan de quelqu'un qui ferme les yeux, et ça me fait un peu... C'est Jean Douché. C'est Jean Douché. Non, c'était un clin d'œil, c'est une façon de le dire d'ailleurs. Oui. Je m'en suis douté, je voulais vérifier. Non, Jean Douché, qui a été filmé en 1979, est toujours vivant, je précise. C'était l'ancien, enfin à un moment donné, directeur de l'IDEC, dans les fin des années 70. D'ailleurs à l'époque où je l'ai filmé. Voilà. Je ne sais pas, c'est fini au fait. C'est assez nu en tout cas. Déjà. Il me semble que j'ai vu que vous étiez cinématonné vous-même. Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Alors déjà, j'ai fait ce que j'appelle le numéro 0. C'est-à-dire, quelques mois avant de commencer les cinématons, j'avais fait mon propre cinématon
et que j'avais intégré dans mon premier long métrage, qui s'appelait, alors c'est tout un programme, Urgent ou à quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en lui-même une jouissance suffisante. Et donc, cette sorte d'autoportrait, cette sorte de numéro zéro, quoi. Vous savez, quand on crée un nouveau journal, un quotidien, on fait d'abord des numéros zéro. On fait un vrai quotidien, mais qui est à usage interne. On fait un numéro 0, 01, 02, tout ça. Donc là, c'était un numéro 0. Et quand j'ai projeté ce numéro 0, j'ai été surpris par le résultat. Parce que moi, je m'étais posé devant la caméra et je m'étais dit, je ne fais rien. Donc je suis filmé. Donc, c'est une amie, Martine Rousset, qui est cinéaste, qui m'a filmé, qui a actionné la caméra. Et donc, je n'ai rien fait. Et quand j'ai projeté le cinématon, enfin, ce n'était pas un cinématon encore, ce portrait, cet autoportrait, j'étais très surpris par le résultat, car je me suis aperçu que je faisais plein de choses, que mon visage vivait, que j'avais plein d'expressions. Ça m'a beaucoup surpris, parce que je pensais vraiment n'avoir rien fait. Et c'est là, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je me jette à l'eau, il faut y aller, il faut vraiment filmer les autres, parce que si ça donne ce résultat sur moi-même, évidemment, ça sera pareil pour les autres. Donc, j'ai fait ce numéro 0, alors qui n'est pas dans la collection, mais qui est dans ce film. Et après, quand je suis arrivé à 1000, j'ai fait le 1000e cinématon. Voilà. Ça clôturait 10 ans de tournage, donc ça m'amusait de faire le 1000e. Et quand je suis arrivé à 2000, j'ai fait aussi le 2000e. Voilà. Ben, j'ai essayé d'en faire le moins possible. Parce qu'on pourrait dire, voilà, Gérard Courant, il connaît les cinématons, il les connaît tous, il connaît toutes les ficelles, tout ça. Pas du tout. Moi, je me suis vraiment mis devant la caméra comme quelqu'un, à la limite, qui ne connaissait pas le cinématon, c'est-à-dire de façon complètement libre. Et donc, les deux fois, je n'ai pas cherché à faire quelque chose. Donc, bon, je souris, mais je n'ai pas fait de scénario. Voilà, j'ai essayé d'être simple, voilà. Mais je n'ai pas joué, comme par exemple Solers ou Kramer, je n'ai pas joué la personne qui ne fait rien, qui reste statique complètement, qui ne bouge pas. Non, j'étais là devant la caméra, bon, content et satisfait d'être devant la caméra, heureux d'être là, mais voilà. Oui. Vous avez déjà fait du cinématon d'affilée, avec de la même personne, enfin, de consécutif? Oui, alors c'est arrivé avec Marie Rivière, la comédienne de Romer. Je me souviens, c'était à Berlin, en 82, donc je fais le cinématon de Marie Rivière, un très très beau portrait, à mon avis. Et à la fin, elle me dit, c'est fantastique. Oh là là, mais elle me dit, mais c'est extraordinaire. Bon, très bien, donc souvent il y a des réactions comme ça, ou d'autres qui me disent, voilà, c'était terrible, ça a été les 3 minutes et demie les plus longues de ma vie, d'autres qui disent l'inverse, hein, les réactions sont totalement différentes. Il me dit, est-ce qu'on pourrait en faire un deuxième, j'ai envie d'en faire un autre, c'est tellement formidable, tout ça. Mais je lui dis, bah, tiens, ok, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, d'accord, on en fait un deuxième. Et le deuxième est moins intéressant que le premier, parce que le premier est beaucoup plus authentique, et dans le deuxième, elle a voulu faire des choses, alors que dans le premier, elle ne faisait rien de spécial, elle était elle-même. Et dans le deuxième, elle essayait de jouer quelque chose. Il y avait beaucoup de temps entre les deux? Ah non, il y a peut-être un quart d'heure, hein, je ne sais pas exactement. Mais, d'ailleurs, il y a les horaires, il faut vérifier dans les génériques. Non, il n'y avait pas beaucoup de temps. Et vous arrivez à en vivre financièrement? Oui, alors donc je vis du cinéma, des cinématons et de mes autres films depuis mes débuts. Et donc, alors, les cinématons. Bon, les cinématons, je les autoproduis depuis le début. Parce que ce serait impossible de trouver un producteur qui produit sur autant d'années. Hein. Donc, depuis le départ, je me débrouille de les autoproduire. J'essaie de chercher de l'argent au Centre national du cinéma ou ailleurs. J'en vends de temps en temps dans des institutions, dans des musées d'art moderne. De temps en temps à la télévision. Il y en a qui passent sur Arte, sur TV5, etc. Ou d'autres chaînes à l'étranger. Donc, j'essaie d'arriver... donc, je les autoproduis depuis le début. Alors, les autres films, il y en a un certain nombre que j'avais autoproduit aussi. Et depuis un certain nombre d'années, depuis une dizaine d'années maintenant, les autres films, j'essaie de me faire produire. Alors par exemple, 2000 Cinématons, c'est un film qui a été produit par une société de production parisienne et qui a été coproduit par une chaîne de télévision du câble, d'ailleurs qui n'existe plus, qui s'appelait Aki TV, une chaîne de Bordeaux. Donc c'est un film fait dans des conditions professionnelles, absolument tout le monde est payé, est salarié sur le film, de l'ingénieur du son jusqu'à la monteuse. Absolument, c'est un film fait dans des cas,
cadre classique, entre guillemets. Alors que les cinématons, c'est quelque chose qui est complètement hors de tous les cadres possibles, imaginables. C'est autoproduit, mais c'est très empirique. Et ça peut qu'être comme ça, parce que comment produire autrement les cinématons et les autres séries de portraits. Donc voilà, donc les autres films, le dernier qu'on a failli voir au cinématographe, 24 Passions, il a eu l'avance sur recette. Donc voilà, c'est un film qui a été tourné pendant 24 ans. Je suis allé chaque vendredi saint dans un village complètement perdu dans les montagnes de l'Ardèche, où il y a un chemin de croix qui existe depuis des siècles et des siècles, depuis le Moyen-Âge. Et je l'ai filmé chaque année pendant 24 ans, de 1980 à 2003. Et donc on en a fait un film d'1h15 et qui a été transféré de Super 8 en 35 mm, qui peut être projeté dans toutes les salles possibles, maintenant qu'il est en 35 mm, son Dolby, enfin voilà. Donc ça, c'est un film qui a été produit par une autre société qui s'appelle Les Films d'ici, qui a produit les films de Kramer, de Luc Moulet notamment, et d'autres cinéastes. Donc si vous voulez, pour les autres films, je suis un peu dans... Alors là, je suis un peu, entre guillemets, dans un type de fonctionnement normal. Hein. Bon, voilà, le principe, c'est de trouver un producteur, de l'intéresser au projet, puis après, lui, il se débrouille de trouver les financements. Voilà, donc, soit il les trouve, soit il ne les trouve pas. Bon, s'il ne les trouve pas, le film ne se fait pas. Bon, s'il les trouve, on arrive à faire le film. Il est 13h, si vous voulez qu'on mette un terme. Bon, j'imagine, vous verrez, hein, sans doute ça va vous poser des questions, ça va vous travailler un petit peu là, dans les prochains jours, parce que souvent les cinématons, les gens me disent c'est difficile d'en parler tout de suite, c'est après qu'on a des idées, tout ça, donc après, je sais pas, les prochaines fois, vous pouvez en discuter avec Pierre Le Dijois, qui les connaît bien, et qui pourra parler de son point de vue, enfin, voilà, donc, quand tu seras de son expérience de spectateur de cinématon. Et je dirais aussi peut-être de cinématonné, parce qu'il a été filmé il y a quelques années. Vous le saviez peut-être pas. Non, parce que là, je ne peux pas. Là. Le cinématon, ce n'est pas le culte de la personnalité, c'est le culte des personnalités, comme disait Joseph Norbert. Il me semblait que, non, c'est peut-être pas ça, je ne sais pas, j'ai quelque chose éventuellement à récupérer. D'accord, donc je peux bien... Si il y en a qui... Alors vous savez, cet après-midi, vous avez le droit d'aller au cinéma. C'est gratuit, il y a pas Merci, au revoir. Voilà, c'est un peu long. Merci. Au revoir. Et bonne chance. J'aimerais savoir, dans les rues de Lyon, est-ce que vous avez filmé la rue du premier film, sans doute? Pas encore. Pas encore, non. Non. Je voulais savoir quel plan vous feriez. Le principe, c'est que je mets au début de chaque rue. Ah, Donc, j'ai mis au point un concept. Donc je mets... Ah d'accord. Non, je me mets au début de chaque rue, au début d'une rue. C'est vrai que je pourrais me mettre. C'est vrai que des rues qui sont très très longues, on pourrait se mettre à différents endroits. Donc bon, on peut pas. Il faut choisir à un moment donné, il faut se donner des règles. Donc je me mets au début. Donc, mais là, la rue du premier film, c'est pas encore. Mais j'ai déjà filmé là-bas pour mon journal filmé. J'avais filmé, je pense, en 94. Oui, c'est en 94. Et vous n'avez pas une idée de comment vous la filmeriez? N'importe où, à chaque fois, c'est un plan fixe, hein, c'est un plan large qui montre la rue, des gens qui passent, des voitures, tout. Donc c'est... Est-ce que vous êtes sur quel coin de Lyon? Alors en fait, non, je ne suis pas vraiment de Lyon, je suis de la région Lyonnaise, je suis plus dans l'ouest lyonnais. Ah oui. Mais bon, après, je suis de Lyon. Oui. Je fais mes études. Non, c'est bien s'il y a des Lyonnais, enfin, entre guillemets, la filière lyonnaise. Oui, mais on est...